Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 494 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, on va parler de Chris Paul, le trade de Chris Paul, non pas de aujourd'hui mais de 2011. On va revenir sur cette histoire du complot autour de Chris Paul et des Lakers. Et puis comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Alors, le trade de Chris Paul, on pourrait appeler ça la vraie vérité vraie du trade de Chris Paul, peut-être, on peut l'appeler comme ça ce podcast. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on parle de ça ? Podcast totalement imprévu, hein. Pour le coup, c'est pas du tout prévu dans la grille, dans mes envies non plus. Mais c'est vrai que, bon, ça c'est très simple, je me suis énervé tout seul. Voilà, je me suis énervé tout seul dans mon coin. Lundi dernier, le 8 décembre, nous avons fêté l'anniversaire du trade avorté de Chris Paul aux Lakers. Déjà, là, rien que ça, rien que dans la formulation de la news, c'est toute l'histoire, justement. Mais non, mais en fait, je me suis un peu énervé de mon côté parce que j'ai vu qu'on est en 2025, hein, et encore aujourd'hui, des sites sérieux ou très sérieux d'information et de basket sur la NBA qui continuent à, alors dans le pire des cas, à insinuer que David Stern donc n'aimait pas les Lakers, c'est à annuler le trade pour pas construire une belle équipe aux Lakers, ou dans le meilleur des cas, c'est juste dire David Stern, le commissionneur, a mis un veto. Donc voilà, je me suis un peu énervé tout seul, hein, quand j'ai vu ça, donc je me suis dit bah tiens, on va en faire un podcast, on va essayer de recadrer bien les choses, parce que l'histoire finalement, elle n'est pas si complexe que ça, mais c'est vrai qu'elle est pas souvent racontée, elle est pas souvent bien racontée, alors que vraiment, je vous dis, c'est pas très complexe. Mais comme les faits sont jamais bien présentés, ni à l'époque, ni depuis, et ni même donc aujourd'hui, hein, même en 2025, je vous dis. Donc je me suis dit, voilà, plutôt que m'énerver tout seul sur certains médias, pour moi, au lieu de critiquer, je vais le faire une bonne fois pour toutes, en tout cas, de mon point de vue, comme ça, dans le futur, quand dans 10 ans, on continuera encore à dire que David Stern n'aimait pas les Lakers, c'est qu'il a annulé le trade de Chris Paul, je pourrais juste balancer le lien et puis c'est fait. Je sais que c'est un jeu. Je me bats contre des moulins avant, hein, j'en ai conscience, mais je voulais aussi raconter l'histoire parce que peut-être que tout le monde l'a pas vécu. Comme dit, il y a peut-être aussi des jeunes qui écoutent. 2011, c'était il y a longtemps, désormais, malheureusement. Maintenant, j'ai 72 ans, moi, je l'ai vécu. Mais non, mais blague à part. Même moi qui l'ai vécu à l'époque, pour le coup, je pense que c'est aussi le truc, c'est que c'est une masterclass de communication, cette histoire. C'est-à-dire que l'histoire aurait dû être une chose, c'est-à-dire, je peux le dire maintenant, spoiler, Dell Demps a fait n'importe quoi. Voilà, c'est ça l'histoire. C'est que le GM a fait n'importe quoi. Mais à l'époque, et encore aujourd'hui, c'est le veto, David Stern, le commissionnaire de NBA qui a fait un veto, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que même quand on l'a vécu à l'époque, je pense que tout le monde n'a même pas conscience de tous les éléments que je vais présenter aujourd'hui, qui ne sont pas des éléments hyper complexes, mais je me suis dit, c'est l'occasion. Donc allons-y, faisons-le. Le trade de Chris Paul 2011, même si Chris Paul est dans l'actualité, et je pense qu'on fera un podcast sur lui, sur le jeu, sur le joueur, vu qu'il va prendre sa retraite, on va faire un joli podcast d'ici bientôt, je pense, mais prenons le temps un peu, pour ceux qui souhaitent au moins d'écouter cette histoire. J'aime bien en plus faire du storytelling, moi, sur le Basket Lab, et faire un peu de contexte, donc c'est parti. Le trade de Chris Paul avorté chez les Lakers en 2011. Allons-y. Bon. Un peu de chronologie d'abord, commençons. Chris Paul, un des meilleurs prospects de la draft 2005, mais qui ne sera pas first pick. Il était petit, donc c'était un peu une limite, mais en termes de basket, c'était largement le meilleur prospect. Le first pick, ce sera Bogut. Le premier meneur, c'est pas non plus lui, c'est Deron Williams qui va partir. C'est un peu le duel, le grand Deron Williams contre le petit Chris Paul à la draft. Bon, les deux seront géniaux, mais pourquoi je détaille ça ? Parce qu'en fait, dès 2008, en vérité, Chris Paul, malgré sa taille, est un des meilleurs joueurs de NBA. 2008, il aurait pu, voire même il aurait dû être élu MVP, selon certains, et je suis très enclin à les croire, hein, puisque c'est des gens sérieux, notamment. Mais non, mais il y avait un peu cet argument débile à l'époque des votants de dire non, mais Chris Paul est jeune, il a 22 ans, je crois, c'est sa 3e année à peine, il aura le temps d'en gagner d'autres, des MVP. Donc plutôt que faire ça, vu que lui, il va en avoir d'autres, donnons-le à Kobe Bryant. Kobe, il mérite un MVP en carrière, donc il faut qu'il en ait un au moins. On le donne à Kobe. Bon, argument débile en soi, hein, parce que si t'es le meilleur, t'es le meilleur. Hein. C'est comme à l'époque Jokic Embiid. Ah non, mais il faut que Embiid en ait un pour la carrière. Non, on s'en fiche, t'es le meilleur. Mais en plus, surtout, vous avez vu que ça se passe pas comme prévu, hein, et que, en effet, Chris Paul n'a pas de trophée de MVP. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que c'est de suite un des meilleurs joueurs de NBA, notre ami Chris Paul. Les Hornets, donc, sont aussi de suite une bonne équipe avec lui. Ça passe des tours de playoff. Alors, les Hornets de la Nouvelle-Orléans, qui sont devenus les Pelicans, qui n'ont rien à voir avec les Hornets de Charlotte, qui sont une autre franchise qui s'appelle les Bobcats, qui a récupéré non pas la franchise, mais le nom Hornets, une fois que les Hornets sont devenus les Pelicans. Bref, c'est un peu compliqué, mais rien à voir. Donc bref, la franchise des Pelicans qui avec Chris Paul est très bonne, ça va en playoff, ça passe des tours de playoff. La seule année où ils sont pas bons, c'est 2010, ils vont pas en playoff, mais
parce que Chris Paul est blessé, il n'y a pas de hasard. Et 2011, il revient, il est très bon. De nouveau, d'ailleurs, les Hornets, on continue à filer, non pas la métaphore, mais le lien. Les Hornets éliminés contre les Lakers de Kobe Bryant en avril 2011, donc. Et là, on a, durant l'intersaison, Chris Paul qui demande son trade. Voilà, Chris Paul, au pic de sa forme, 25-26 ans, qui donc a eu des années un peu MVP ou pas loin. Il demande son trade. Alors pourquoi ? Il faut rappeler aussi qu'il avait signé une prolongation de contrat de 3+1. Donc, contrat rookie, c'est 4 ans, normalement. Plus, après, il avait signé 3+1. C'est-à-dire 4 ans aussi, mais avec la possibilité de... La dernière, le +1 était une option du joueur. Donc, il pouvait décider de ne pas prendre l'option et de devenir free agent. Et puis, la différence, c'est que, donc, contrat rookie, à la fin de tes 4 ans, tu restes restrictif. Donc, tu es un free agent qui peut prendre des offres d'autres, mais s'ils veulent, ton équipe peuvent s'aligner et te garder. Alors qu'à la fin de l'autre contrat, le deuxième contrat un peu plus vétéran, on va dire, tu n'es pas forcément restrictif. Et même, tu es plus souvent non restrictif. Et donc, il y avait un peu ce risque de... Bon, ben, les gars, donc draft 2005, +4, ça fait 2009. Calculé ensuite, +3, ça fait 2012. Chris Paul aurait été free agent en 2012. Donc, il y a un peu ce truc de, bon les gars, moi je veux partir, j'aimerais bien... New Orleans, c'est un tout petit marché, vraiment le plus petit de NBA en plus, pour le coup, je suis pas sûr que la franchise était parfaitement gérée non plus, etc. Alors, il y avait des bonnes équipes, mais c'était pas la folie, et lui, il rêvait peut-être aussi de New York ou de Los Angeles. Donc, il dit, bon, l'an prochain, je vais opt-out de mon contrat, je serai free agent, donc si vous voulez m'échanger, c'est maintenant. C'est un peu l'idée. Et donc, en effet, le trade se fait au plus tôt, le 8 décembre 2011. Donc, nous avons le trade annoncé chez les Los Angeles Lakers. On va le détailler, mais là, on fait juste la chronologie. Le trade annoncé d'ailleurs par Wojnarowski de Yahoo Sport. Et oui, parce qu'il n'est pas encore à ESPN, Woj. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que on n'est pas encore du tout dans l'ère de Twitter et l'ère des insiders. Hein. Il y avait des insiders, hein, des journalistes qui avaient des sources, etc. Mais ça faisait des articles sur ESPN. Mais il n'y avait pas du tout comme on connaît actuellement. Donc c'est un peu l'époque d'avant, j'ai envie de dire. Mais bref, donc le trade annoncé et le trade directement juste après, on annonce que le trade est annulé. Voilà, veto de la part de David Stern. Justement, on va tout détailler. Et quelques jours plus tard, le 14 décembre 2011, Chris Paul est finalement échangé, en effet, chez les Los Angeles Clippers. Et puis là-bas, il va jouer. 2012, il va prolonger son contrat. Il va rester aux Clippers. Vous connaissez l'histoire. Mais donc, désormais, autre élément de contexte. Pourquoi est-ce que David Stern a pu mettre un veto ? On reprend les basiques. Nous avons le propriétaire des Hornets, à l'époque en 2010, qui s'appelle George Shinn. Et il est même propriétaire depuis pas mal de temps. Depuis la fin des années 80, George Shinn, S-H-I-N-N. À l'époque, il avait racheté, à l'époque où ça coûtait rien, pas grand-chose, une franchise NBA, c'est-à-dire quelques millions à peine. Donc il était propriétaire depuis pas mal de temps, mais il voulait vendre. Il avait déjà commencé un peu à faire rentrer un certain Gary Chouest, C-H-O-U-E-S, en tant que propriétaire minoritaire. Je crois qu'il avait 25% à l'époque déjà. Et même un processus avait été entamé pour lui vendre un peu le reste de la franchise. Voilà. Processus de vente qui, vous le savez, ça met du temps, etc. Et donc, ça a traîné, ça a mis des mois, et en fait, on a connu des complications financières de la part des deux, apparemment, à la fois du vendeur, mais aussi du nouvel acheteur. Donc, c'était plus tenable. À la fois, l'acheteur n'avait pas les fonds, ou en tout cas, ça c'est compliqué. Le vendeur ne pouvait pas non plus garder ou voulait vendre, etc. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe quand ça marche pas ? La NBA intervient, et la NBA, elle dit, nous, on rachète la franchise. C'est vraiment littéralement leur fonction. Eux, c'est donc le chef de la NBA, il doit veiller à ce que ça se passe bien. Et il faut dire aussi que, autre élément de contexte qui est important, c'est qu'en 2011, enfin plutôt de même 2010, la NBA a un succès, évidemment, ça croît petit à petit depuis des années, mais on n'est pas encore sur la santé financière qu'on connaît actuellement de la NBA. On n'est pas sur le succès international, on n'est pas sur tous les ans faire des matchs à Paris ou à Londres, etc. On n'est pas sur une explosion en termes de droits, revenus TV nationaux ou internationaux. C'est pas encore le phénomène presque, j'ai envie de dire, mainstream qui est aujourd'hui, même chez nous, en France, en France ou en Europe, la NBA c'est presque banal, tout le monde connaît. C'était peut-être moins le cas avant. Bref, il n'y avait pas la même santé financière. Donc, il y avait un peu ce côté, il faut quand même essayer un peu de protéger ça pour pas perdre une franchise complètement, qu'il se passe pas des choses. Après, c'est vrai que sans doute qu'il y a eu un peu des enjeux politiques là-dessous. Donc, je dis pas non plus que tout le monde est gentil, il y a sans doute eu des enjeux politiques à l'époque, c'est-à-dire un intérêt de la NBA à qui est-ce qu'on va vendre, notamment, à qui est-ce qu'on va revendre. Et c'est aussi pour ça que la NBA a dû intervenir, parce que l'ancien propriétaire, ça se passait pas bien, il avait des problèmes, donc ils ont racheté. Mais prenons d'autres exemples. Le cas de Donald Sterling avec les Clippers en 2014, par exemple, on a eu de suite un nouvel acheteur. Donc la NBA n'a pas eu besoin de venir. On a Steve Ballmer, donc le désormais propriétaire. Ballmer est arrivé, il a de suite racheté la franchise. Il n'y a pas eu de période de transition où la NBA aurait pu
intervenir, faire le relais. Voilà. Et pareil d'ailleurs pour Phoenix. Je crois que Phoenix, quand Robert Sarver doit partir en 2022 ou 2023, on trouve de suite Matt Ishbia, donc qui reprend la franchise. Il n'y a pas de période de transition. À l'époque, il y en avait une. Et comme dit, il y a un côté peut-être urgence dans l'histoire de mince, il faut vite enlever la franchise des mains des propriétaires qui étaient en galère ou qui ne pouvaient plus la gérer. Je connais pas exactement, mais on s'en fiche grosso modo. Mais c'est vrai que par contre, il y avait un acheteur à l'époque. Il y avait un acheteur potentiel qui s'appelle Larry Ellison, qui est évidemment lui aussi milliardaire. Aujourd'hui, plus de 250 milliards parce qu'il est dans l'informatique, mais à l'époque, il était déjà à 28 milliards de fortune, on va dire. Donc, il aurait pu largement racheter. Il voulait, il en a parlé, mais il aurait été battu en termes d'offres par la NBA. Ça, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il dit finalement, j'ai pas eu la vente. Alors qu'il proposait 350 millions pour acheter la franchise. Ça paraît fou aujourd'hui, parce que quand on voit les Lakers se racheter pour 10 milliards, voilà, il y a 15 ans, comme je vous dis, la santé financière de la NBA, c'était pas la même. C'est pas le même monde, c'est pas la même NBA, c'est pas le même succès. Et donc, lui, il proposait 350, Larry Ellison, un milliardaire. Et finalement, donc, il aurait été battu, mais le truc, c'est que au final, il y a sans doute des enjeux politiques là-dedans et qu'on lui a pas donné la franchise alors qu'on aurait pu finalement lui donner directement à lui et pas avoir de période de transition. Mais c'est vrai que on nous dit les chiffres sont jamais sortis. Les chiffres officiels de revente de la NBA sont jamais sortis, mais apparemment, ça serait plutôt une somme autour des 300 millions qui auraient été versés, donc en fait, finalement, moins que ce que Larry Ellison proposait. Mais j'insiste, on n'est pas sur une santé financière qui est géniale ou au top en 2011. Et surtout, je pense que par rapport à un peu l'aspect politique de la chose, la franchise, c'est une petite franchise, petit marché. Et en fait, je m'est avis que à l'époque de David Stern, donc, qui était le commissionneur, l'ancien Adam Silver, le chef de la NBA, en fait, je pense qu'il voulait prendre un peu de temps pour travailler au corps la famille Benson. Qui sont les Benson? Une famille aussi de milliardaires, Ted Benson surtout. En fait, la famille Benson était propriétaire des Saints de la Nouvelle-Orléans, c'est-à-dire la franchise de NFL, qui en plus était en plein succès, puisque je crois que c'est janvier 2010, ils gagnent le Super Bowl contre Peyton Manning et les Colts de Indiana. Donc voilà, c'est grosso modo les milliardaires qui géraient la franchise de NFL du coin. Donc je pense qu'il y a peut-être sans doute eu ce côté-ci où, tiens, ne vendons pas à tel milliardaire qui est intéressé en 2010, on va un peu essayer de vendre le projet et littéralement vendre la franchise aussi à la famille Benson qui, grosso modo, ils sont du coin et on sait qu'ils vont pas, il n'y a pas le risque sans doute, en tout cas beaucoup moins le risque de faire déménager la franchise, etc. En plus, on sait que quand tu détiens une franchise de NFL, c'est que tu es quand même solide financièrement aussi, largement même, donc voilà. Et c'est pour ça qu'on a eu un peu cette transition qui fait que entre 2010 et 2012, date de la vente de la franchise en 2012 au Benson, c'est la NBA qui gérait. Et donc c'est comme ça qu'on a eu David Stern qui était le chef de la NBA, mais qui donc, quand la NBA a dû racheter la franchise, c'était lui aussi qui a été le propriétaire par intérim de la franchise. Mais j'insiste, la NBA était propriétaire. Elle n'était pas dirigeant, elle n'était pas general manager, elle était propriétaire, un owner. Oui, propriétaire quoi, en anglais, j'ai dit le mot en anglais, mais bref. Mais donc, le GM, justement, il s'appelait Dell Demps. Dell Demps, c'est le general manager. Et comme dit, en fait, c'est lui l'acteur principal de tout ceci. Et aujourd'hui encore, on parle de le trade de Chris Paul, on parle de le veto de David Stern, ce qui est une magnifique façon d'avoir réussi dès le début à formuler un peu l'histoire et l'angle de l'histoire est ainsi, et il est resté comme ça. Mais l'histoire, en fait, c'est pas ça du tout. L'histoire, c'est pas un veto de David Stern. L'histoire, c'est Dell Demps, le GM, qui fait n'importe quoi. C'est ça, en fait. Mais on va détailler, justement. Donc, en fait, on a un propriétaire, la NBA, mais c'est pas Stern qui prend les décisions pour la franchise. Il fait comme tout propriétaire. Il détient, c'est lui qui a l'argent, mais il y a quand même une direction sportive en dessous de lui, le GM et son employé, tout comme tout le front office, etc. Et ils ont la liberté de faire à peu près ce qu'ils veulent pour gérer. Mais il y a quand même, comme dans toutes les franchises, pour les gros moves, c'est le propriétaire qui dit oui ou non. Mais donc, comme en fait on avait cet avenir qui était flou au niveau de la vente, c'est pour ça aussi que j'ai détaillé la vente, parce que la vente c'était un peu flou, ce truc-là, le petit marché, Chris Paul qui voulait partir, free agency prochainement, etc. C'est pour ça qu'on avait donc intersaison 2011 des envies de départ, donc demande de trade. Et puis, pourquoi on parle de décembre, 8 décembre et 14 décembre comme date? Puisque je rappelle aussi qu'on était en plein lockout. Et oui, donc le lockout, qu'est-ce que c'est? C'est la grève des joueurs, littéralement. Donc, en fait, le problème, c'est que on a un accord, ce qu'on appelle le CBA, un accord entre les propriétaires et les joueurs, le syndicat des joueurs. Et le fait est que pendant des mois et des mois, même depuis été 2010, donc un an avant, on savait que ça traînait les négociations. Et grosso modo, le CBA, c'est on décide de comment est-ce qu'on répartit l'argent, les rentrées, voilà, notamment l'argent des télés. Et est-ce qu'on répartit à 30% pour les joueurs, 70% pour les propriétaires, etc. Voilà, c'est l'accord de comment est-ce qu'on répartit l'argent et les revenus. Bon, historiquement, la somme en brut n'a jamais
cessé d'augmenter pour les joueurs, puisque les contrats TV n'arrêtent pas d'augmenter. Après, je vous renvoie vers le podcast qu'on avait fait avec Antoine Tartrou. À l'époque, on avait bien détaillé ça à l'époque du nouveau cibier de 2023 et de l'état financier de la Ligue. Pour le coup, en fait, la répartition va toujours en décroissant pour les joueurs. C'est-à-dire que la somme brute est plus grande, mais en fait, il y a une époque, ils avaient, je dis n'importe quoi, mais 70% des revenus, et puis ça baisse à 60, 50, etc. Et donc voilà, c'était un peu... les propriétaires étaient très ancrés sur leur position à l'époque, pour le lockout, enfin, pour 2011, la fin du contrat entre joueurs et propriétaires, et les joueurs n'arrivaient pas à trouver une solution, donc on fait grève. Mais le problème, c'est que qui est-ce qui perd le plus? C'est les joueurs. Ils ne jouent pas, ils n'ont pas de salaire, etc. Alors que les propriétaires, bon, c'est une perte, évidemment, de plein de points de vue, mais ils ont quand même les reins un peu plus solides. Donc au final, voilà, il y a eu cette grève, mais qui n'a pas duré. Mais tout de même, le lockout, la saison NBA en octobre 2011 n'a pas recommencé. Et ça aussi, c'était un peu bizarre à vivre. À l'époque, c'était... c'est les vacances de la Toussaint, c'est octobre, début novembre, et maintenant, il n'y a pas de NBA, quoi. Il se passe rien. Donc voilà, c'est aussi un autre élément capital dans cette histoire, c'est le fait qu'on est en plein lockout. On est en lockout NBA, on est en pleine grève NBA. Ça va être la clé de toute cette histoire. Et donc, un jour, la lumière est venue. Je me souviens exactement où j'étais et quand j'ai appris les nouvelles. C'était un samedi matin. Le samedi 26 novembre 2011, on annonce un accord. Ça y est, enfin, le syndicat des joueurs s'est mis d'accord avec les propriétaires. Et donc, on a trouvé un accord de comment répartir l'argent. On va pouvoir recommencer à jouer. C'est très bien. Pendant ce temps, les joueurs, certains étaient partis en Europe, jouaient un peu en Europe. Certains faisaient des ligues d'été ou des ligues amateurs, etc. Mais voilà, c'était enfin le 26 novembre. L'accord est annoncé. Mais l'accord devient officiel le 8 décembre. Le 8 décembre officiel, c'est à cette date-là que l'accord est signé officiellement. Je ne sais pas si ça vous parle, le 8 décembre, mais c'est la même date, en effet, que l'annonce du trade et du trade avorté aux Lakers. Mais en fait, le fait est que voilà, l'officialisation, c'est que le 8, mais grosso modo, on savait que ça allait reprendre. On savait que ça allait reprendre, ça recommençait à bouillonner, etc. Et même en termes de la Ligue, du coup, je pense que les discussions autour d'un trade de Chris Paul ont pu recommencer et s'accélérer peut-être à partir de fin novembre. À partir du moment où tu sais que ça va recommencer. Oui, parce que j'ai pas dit aussi, mais il y avait aussi, pendant la période du lockout, je crois que officiellement, les joueurs n'avaient pas le droit de parler à leurs propriétaires. Je crois qu'il y a une scène comme ça un peu rigolote aux ESPYs, la fameuse cérémonie de ESPN, qui est donc début juillet, la cérémonie annuelle de donner les récompenses à un tel. Et je crois qu'il y a une blague qui est faite pendant le monologue de je sais plus qui dit ouais, du coup, en fait, les Dallas Mavericks, qui sont champions, ne peuvent pas parler à leur propriétaire Mark Cuban, qui est assis juste de l'autre côté de la rangée de sièges, et officiellement ils peuvent pas leur parler parce que du coup le lockout oblige et qu'ils n'ont pas le droit. Donc ils sont très contents. C'était ça la blague. Mais voilà, tout est fermé, et donc à partir du moment où on a appris que l'accord était annoncé et que ça allait reprendre, on a pu recommencer à parler un peu avec tout le monde. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc tout s'est un peu débloqué, et donc on a cette partie-ci qui est la plus importante, c'est le lockout. Donc David Stern, il était propriétaire un peu intérim des Hornets, d'accord, mais il était aussi et surtout, son métier de base, c'était commissionneur de la NBA. Le commissionnaire, ça se dit en français ça? Je sais plus. Bref, c'était le chef de la NBA aussi, et donc surtout, il devait gérer le lockout à l'époque. Il devait gérer le lockout, l'accord entre syndicats et propriétaires, etc. Donc c'est quand même beaucoup à gérer, vous imaginez sans doute. Et en fait, le jour même où le trade est annoncé de Chris Paul aux Lakers, il est annulé 2 heures plus tard. Et le vrai problème, c'est que le GM, non pas le propriétaire des Hornets, mais le GM, donc le fameux Dell Demps, il a fait les choses de son côté, tout seul. Et il a dit par ailleurs aux autres équipes qui étaient engagées dans les discussions, donc aux autres GM, Mitch Kupchak aux Lakers et Daryl Morey aux Rockets, il leur a dit non mais c'est bon, j'ai l'autorité pour faire ce trade. Il leur a dit ça. Alors qu'en fait, pas du tout. Non, tu n'as pas l'autorité pour faire ce trade. C'est comme dans tous les cas, le propriétaire qui a le mot final pour dire oui ou non. Donc déjà, il a fait croire aux autres que non mais vous inquiétez pas, on met le deal en place, il n'y a pas de problème, et de toute façon, c'est moi qui ai l'autorité, donc ça se fera, vous inquiétez pas. Et en plus, surtout, de surcroît, il a aussi communiqué le trade. Une fois que l'accord a été trouvé, il a envoyé son petit SMS à Wojnarowski ou à je sais pas qui, je crois que c'est Wojnarowski, et pour lui dire que voilà, c'est fait. Et donc, là-dessus, Wojnarowski, il a l'info, il la communique. Mais en fait, cette histoire, ce n'est que ça. Cette histoire de trade avorté, c'est pas un complot. Cette histoire, c'est une banale histoire de quelqu'un qui n'avait pas l'autorité, qui n'avait pas demandé, mais qui a dit c'est bon, c'est fait, alors que, en fait, ce n'était pas fait. Mais c'est tout le fond du problème. Parce que Woj annonce ça, du coup, tout le monde voit ça sur Twitter, et dans les sites, c'est relayé, etc. Donc, tout le monde apprend que le trade est fait, et en fait, le trade ensuite est annulé. Mais en fait, c'est pas que le trade a été annulé,
le trade n'a jamais eu lieu en vérité, parce que le propriétaire n'a jamais dit oui. Or, et vraiment j'insiste, mais le GM est l'employé du propriétaire. Et pour le coup, des trades qui sont avortés et des trades où il y a un veto du propriétaire, il y en a plein, il y en a régulièrement. Daryl Morey d'ailleurs sur des interviews le raconte, bah oui, moi j'ai souvent fait des trades et en fait je suis allé voir mon propriétaire qui a dit non, ça je suis pas d'accord, je veux pas. Donc veto. La différence entre le trade, entre guillemets trade de Chris Paul et les trades avortés où il y a un veto de propriétaire qu'on voit toute l'année, enfin qu'on voit pas, que justement on voit pas, mais qui arrive toute l'année, c'est que les autres on les voit pas justement. Les autres ça reste en interne, c'est le GM qui fait son truc en interne et qui apporte ça au propriétaire qui dit non, et l'affaire s'arrête là. Il y a pas, ça sort pas dans les médias, pas forcément, et même souvent ça sort jamais. Alors que là en fait c'est sorti. Et pourquoi c'est sorti? Parce que il y a un GM qui s'est dit non mais c'est moi le chef. Grosso modo, en fait, je pense que c'est un peu un excès d'arrogance de la part de Dell Demps de dire non mais les mecs, la NBA ils ont racheté la franchise, il y a pas de chef à bord quoi. Ils l'ont racheté pour la forme, mais grosso modo c'est moi qui suis tout en haut de l'organigramme désormais. Il y a plus de George Sheen. C'est moi le GM, c'est moi le plus haut placé. Et puis la NBA, la NBA ils vont pas interférer quand même. Ils sont là juste pour la bonne santé financière de la franchise. Ils s'en foutent du sportif. Ils sont là juste pour vendre à un autre propriétaire, etc. J'ai l'autorité, c'est moi le plus haut placé dans la franchise. Et en fait, non, ça se passe pas comme ça. Vraiment, on est comme si, alors pardon pour l'analogie débile, mais c'est comme quand t'as 10 ans et tu dis à ton copain, ouais, viens dormir chez moi, mes parents ils veulent bien et tout, ce soir, il y a pas de problème. Ou ce week-end, viens à la maison. Et en fait, les parents ils sont pas au courant et ils disent, non, nous on peut pas, on n'est pas là ce week-end, ou non, on veut pas. Donc, toi tu te fais ta vie, en tant que gamin de 10 ans, tu fais des plans sur la comète et en fait, non, t'avais pas l'autorité, t'as aucune légitimité pour dire, on fait ça, quoi. Donc, fallait d'abord demander à papa et maman. Et en fait, c'est exactement ça. Là, c'est le GM qui annonce avant d'avoir demandé l'autorisation à papa et maman. Mais pour le coup, on n'est pas sur un dysfonctionnement. C'est pas en qualité de commissionneur, même si c'est le raccourci que beaucoup vont vouloir faire pour, évidemment, ça fait du buzz, etc. Bon, bref, mais c'est en qualité de GM. D'ailleurs, interview de notre ami David Stern à l'époque, enfin non, plus tard, justement, quelques années plus tard, il dit il y avait un trade que donc le GM des Hornets a fait de la Nouvelle-Orléans, et Dell Demps voulait qu'on l'approuve. Voilà. Parce qu'en effet, tu fais un trade, tu demandes à ce que ça soit approuvé, mais Dell Demps se dit mais ça va être évident, bah oui, il va approuver. Et en fait, il a dit, et David Stern dit, non, en fait, j'ai dit, non, quoi. Heck no, même. Donc, non, il n'y a pas moyen. Stern a dit, mais le problème, c'est que, continue David Stern, il avait dit aux Rockets, au GM des Rockets, Daryl Morey, et au GM des Lakers de l'époque, Mitch Kupchak, qu'il avait l'autorité pour le faire, alors qu'il ne l'avait pas. Voilà, texto, c'est ce que dit David Stern. Donc, j'ai dit non. Et ensuite, il poursuit, on venait à peine de mettre fin au lockout, et tu veux que j'approuve un trade? Bah non, en fait. Il poursuit encore. Je l'ai fait pour protéger les Hornets de l'époque. Et à ce jour, encore plein de monde me demande dans la rue. Alors l'interview c'est 2017. Malheureusement, Stern est décédé en 2020. Et il disait donc à l'époque, encore plein de monde me demande dans la rue, mais pourquoi vous avez empêché Chris Paul d'aller aux Lakers? Et en fait, je ne l'ai jamais empêché. J'ai juste pas approuvé un trade. Mais finalement, comme la majorité d'un propriétaire d'une franchise pourrait faire. Et il rajoute, aucune équipe ne vend un futur Hall of Famer avec le propriétaire qui dit oui ou non. Et j'étais ce propriétaire par intérim. Et donc, j'ai servi l'intérêt et la cause des Hornets. Mais, pour ajouter un peu sur le timing d'ailleurs, non pas interview de David Stern, vous allez dire, si vous n'êtes pas convaincu, vous allez me dire, oui, non mais Stern, il se cache derrière cette excuse, il se cache derrière ça, c'est un vrai complot, il aime vraiment pas les Lakers, il se cache derrière ça, derrière l'excuse de propriétaire intérim, etc. Désormais, citation à présent de Jenny Buss, donc déjà qui était dirigeante aux Lakers, Jenny Buss qui dit « Si vous vous rappelez bien, à l'époque, nous étions en plein lockout. Et lorsqu'il y a un lockout, il y a une période de moratorium sur à peu près tout. Tu ne peux pas faire des trades, tu peux rien faire, dit-elle. Et alors que nous étions en train de conclure le deal avec le syndicat des joueurs pour lever les règles du lockout, donc où il y a cette période de moratorium où tu ne peux rien faire, pas discuter de trade avec un tel ou un tel, voilà. Alors qu'on était en train de lever cette période avec le syndicat, tous les représentants de toutes les équipes devaient être à New York. Et tout le monde devait être présent sur place, les propriétaires, pour le Board of Governors, donc pour l'assemblée des propriétaires, pour se rencontrer et surtout pour ratifier l'accord, grosso modo, pour le signer officiellement le nouveau CBA. Et alors que nous étions tous dans cette pièce, d'un coup, il y a eu une rumeur qui a commencé à sortir comme quoi il y avait un trade qui avait eu lieu. Et à cette époque-ci,
L'équipe en question, donc les Hornets, en plus, était dirigée par la NBA. Donc, il n'y avait aucun moyen que le trade pouvait se faire. Là, je rajoute et je précise, parce que David Stern était aussi avec eux et en train de faire de signer l'accord, hein, le deal avec le syndicat, etc., le nouveau CBA. Donc, il n'y avait aucun moyen que le trade puisse se faire à ce moment-ci, alors qu'on était tous dans cette pièce en train de signer l'accord. Mais, dit-elle toujours, le general manager de New Orleans pensait qu'il avait l'autorité pour faire le trade. Donc là, c'est pas David Stern. Là, c'est Jeanie Buss qui dit ça. Donc, vous voyez que c'est pas que Stern qui rationalise ou qui prêche pour sa paroisse. Même celle des Lakers, Jeanie Buss, qui pourtant a été lésée dans l'affaire, même elle dit, en fait, non, c'est juste que le GM de l'époque, il pensait qu'il avait l'autorité pour faire le trade. Le trade était en train d'arriver, alors que tout le monde était dans la pièce. Donc, les autres équipes sont tournées vers Stern pour dire, mais comment c'est possible et pourquoi est-ce que nous, on n'a pas eu une chance de pouvoir négocier, nous aussi, pour Chris Paul? On rappelle, période de moratorium, période de lockout, où tu n'as pas le droit de discuter de ce genre de choses, normalement. Et l'accord était sorti pour le 26 novembre. Le 8 décembre, c'était pas du tout officiel. Donc, techniquement, on sait que, voilà, pour la free agency, c'est pareil, on sait qu'il y a des règles et ensuite, il y a comment est-ce que ça se passe de facto. Mais si vous voulez, il y a un peu ce truc, les autres y râlaient en mode, mais attendez, on n'est pas censé avoir le droit de se parler ou de faire des trades. Et pourtant, on est en train de signer l'accord qui va pouvoir débloquer et on annonce qu'il y a un trade qui est en train de se faire. Ça n'a aucun sens. Et donc, dit-elle aussi, finit-elle, les autres propriétaires présents dans la salle ont attaqué et s'en sont pris à David Stern et à la Ligue, parce qu'ils disaient que c'était pas juste. En effet, ça, j'ai aucun mal à croire que les autres propriétaires aient pu râler. Mais le fait que les propriétaires râlent, et se soient plaints la NBA, ça ne veut pas dire que la NBA a annulé le trade pour cela. Je sais que c'est un peu, du coup, pareil, hein, soit par naïveté, soit par malice, peut-être certains journalistes, depuis et même encore aujourd'hui, continuent de dire que c'est parce que les propriétaires ont mis la pression que Stern a cédé, du coup. Quand on connaît un peu David Stern, déjà, céder à la pression des propriétaires, bon, déjà rien que ça, c'est un peu... voilà, je vous renvoie le podcast qu'on a fait sur les codes des parquets sur David Stern, au passage, mais déjà en soi, c'est un peu loufoque quand on pense ça, mais en fait, c'est pas parce qu'il râlait, mais c'est pas pour ça que Stern a annulé le trade. Les deux trucs peuvent coexister en même temps. C'est-à-dire, dans le même temps, Stern, en tant que propriétaire des Hornets, avait une bonne raison d'annuler le trade, et dans le même temps, les autres propriétaires râlaient. Donc en fait, tout le monde était d'accord. Mais c'est pas les propriétaires qui ont mis la pression, notamment Dan Gilbert ou des mecs comme ça, c'est pas la pression des propriétaires qui a impliqué, qui a fait que Stern a dû craquer. Non, ça c'est... Non, en fait, ils étaient tous d'accord. Et bref, c'est un peu loufoque, mais on en revient toujours à ça. La manière dont certains journalistes ont réussi à formuler et à modeler l'histoire dès le début, et ça en reste encore aujourd'hui. C'est fou, moi, de lire ça en 2025, chez des sites sérieux. J'avoue que je trouve ça complètement fou, mais bon, bref. Prenons un exemple. Exemple, le trade de Luka Doncic. Tiens, on a aussi un acteur pareil, les Lakers. Mais Doncic, les propriétaires aussi, on a appris, se sont plaints. Les propriétaires, ils se sont plaints le 3 février, donc après le trade. Mais pourquoi est-ce que nous, on n'a pas eu une chance de faire des offres pour Luka Doncic ? Ça s'est sorti en février. Il y a eu plein de propriétaires et d'équipes qui étaient très fâchés par rapport à ça, etc. La NBA n'a rien pu faire. Adam Silver, il n'a pas mis un veto sur ce trade de Luka Doncic aux Lakers, juste parce que Nico Harrison avait négocié dans son coin avec Rob Pelinka, le GM des Lakers, et que les autres s'étaient plaints. Ben non, il a rien fait, Adam Silver. Le seul qui aurait pu, c'était Mark Cuban. Mark Cuban l'aurait fait, il a dit. Mais moi, j'aurais mis un veto pour ce trade-là. Nico Harrison, t'es gentil, mais tu dégages. Et bon, le problème, d'ailleurs, c'est que celui qui aurait pu le faire, c'était le propriétaire de Dallas, de mettre ce veto, et que, justement, il s'y connaissait pas assez, Patrick Dumont, donc il s'est fait rouler dans la farine. On a déjà beaucoup parlé de cette histoire, mais voilà, c'est justement, c'est intéressant de voir un peu le parallèle, parce que, non, il y a d'autres fois où les propriétaires sont pas d'accord quand un trade est annoncé, il n'y a pas le commissionneur qui, même pour un trade chez les Lakers, qui va renforcer les Lakers, le commissionneur dit pas, non, j'annule, quoi. Donc c'est totalement loufoque, cette histoire. Et d'orienter l'histoire de cette façon, bon bref, c'est pas top. Je vais pas en dire plus, mais c'est pas top. Mais surtout, pourquoi est-ce qu'il y aurait un complot anti-Lakers ? Moi, c'est ça qui m'étonnerait le plus. Pourquoi est-ce que... Parce que du coup, c'est sorti aussi, alors aussi peut-être par des fans des Lakers, mais il y a un côté, en fait, la NBA, David Stern, il n'aimait pas les Lakers, il voulait pas qu'il y ait une bonne équipe aux Lakers. Alors déjà, pourquoi est-ce que David Stern n'aimerait pas les Lakers ? Ça, c'est une première question. Mais surtout, quel propriétaire de la NBA ne veut pas que les Lakers soient au top ? Enfin, quand on se rend compte l'écart d'audience quand c'est des finales avec des bonnes équipes, mais des bonnes équipes de petits marchés versus le même niveau d'équipe mais des gros marchés, il y a une différence d'audience qui est phénoménale. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens qu'un commissionneur, au-delà du fait que, déjà,
Il ne l'a pas fait pour ça, hein, évidemment, et tout le préambule de base, mais en plus de ça, ça n'a aucun sens que le patron de la NBA ne veut pas que les Lakers soient bons, ne veut pas de Chris Paul avec Kobe Bryant, ça n'a aucun sens. Et en plus, paradoxalement ou ironiquement, je ne sais pas s'il faut en rire peut-être, mais aujourd'hui, il y a des théories du complot, mais dans l'autre sens. Aujourd'hui, c'est les théories du complot de... Non, mais en fait, le trade de Doncic, c'est pour renforcer les Lakers. Parce que la NBA, elle veut que les Lakers, elles soient bons. À la limite, presque, je suis plus enclin à croire ça. Ce côté, on va booster notre gros marché, notre locomotive, la meilleure franchise, la plus grosse de NBA, les Lakers. Presque, ça, c'est plus plausible dans ce sens-là, j'ai l'impression, que dans l'autre sens, quoi. Mais c'est un peu paradoxal, quoi. Pourquoi est-ce que dans le même temps, il y a une époque où la NBA voulait pas que les Lakers soient bons, et aujourd'hui, elle voudrait que les Lakers soient bons avec Doncic. Enfin bref, c'est pas crédible pour moi, et encore moins crédible le fait que Stern ait pu céder à la pression de certains propriétaires. C'était quand même une tête dure, hein, David Stern à l'époque. Mais alors, on y vient, on l'a dit. Le principal, c'est aussi le fait que l'offre était nulle. Comme dit, Dell Demps, s'il avait senti des ailes pousser, s'il avait fait le boss, mais obtenu une bonne offre, Stern aurait dit bon, le timing là, qu'est-ce que tu fous, c'est un peu nul, mais si l'offre est bonne, tu l'acceptes. À la limite, si les autres propriétaires se plaignent, mais on n'a pas eu une chance, pourquoi nous on n'a pas pu faire d'offre pour Chris Paul? Ok, on est prêt à l'accepter, mais attendons 2-3 jours de plus, on laisse une chance aux autres de pouvoir surenchérir, etc. Mais tu ne l'aurais pas refusé si l'offre était bonne. Et c'est le cœur du problème. C'est le cœur du problème, au-delà de la forme qui a été l'attitude du GM, c'est que l'offre, donc je vais la détailler, peut-être que vous la connaissez, c'est les Lakers recevaient Chris Paul. Et c'est un deal à 3 équipes. Lakers, Chris Paul. Les Hornets recevaient Kevin Martin, Luis Scola, Lamar Odom, Goran Dragic et un pick 2012 des Knicks. Et enfin, Houston recevait Pau Gasol. Bon, donc du coup, Gasol, Lakers vers les Rockets. Et Kevin Martin et Luis Scola, ils venaient des Rockets. Donc 2 joueurs, on va détailler, de vétérans. Lamar Odom venait des Lakers. Lui, il va côté Hornets. Goran Dragic, qui venait des Rockets, lui aussi, un jeune meneur des Rockets, qui donc serait parti du côté de la Nouvelle-Orléans. Et le pick 2012, qui à la base appartenait aux Knicks. Mais le plus beau dans tout ça, et c'est totalement délirant, c'est que c'est les Rockets qui avaient donné ce pick. Je répète, c'est les Rockets qui avaient mis un pick pour avoir Pau Gasol dans le trade des Lakers, où les Lakers ne mettaient aucun pick pour avoir Chris Paul. C'est totalement délirant. Houston a payé. Ils ont donné des vétérans et un pick pour avoir Pau Gasol. Les Lakers ne payaient aucun pick aux Hornets. Ça va au-delà de... Parce que je vois aussi des gens qui disent « Ouais, mais finalement, non, argumenter que l'offre des Clippers 3 jours plus tard était meilleure, non, l'offre était bonne. » Mais non, mais c'est un délire total. Mais sous plein d'aspects. Déjà, le pick de 2010 des Knicks, en plus, alors d'où il sort ce pick? Pourquoi est-ce que les Houston avaient ce pick? C'est l'échange de Tracy McGrady. Et oui, en mars 2010, McGrady est tout pété. Et donc, grosso modo, les Knicks qui, eux, ils visent la Free Agency 2010 avec LeBron James notamment. Ils veulent du cap space, donc ils échangent des salaires, des contrats longs contre McGrady qui allait être free agent. Et donc, dans le lot, ils mettent ce pick qui est protégé top 5 en plus. Donc, c'est même pas comme si ça pouvait être un jackpot. Et au final, le pick qui donc, vu que le trade est annulé, il va retourner à Houston. Il va donner en plus Royce White. Voilà, Royce White qui était le Boris Dio américain, mais qui malheureusement n'a pas pu faire carrière parce qu'il avait peur de l'avion. Donc il était obligé de... Je crois qu'il a fait quelques matchs à peine, mais il devait se déplacer en bus, grosso modo. Donc bref. Non mais c'est totalement fou. Et je rajoute, les Lakers en plus, à l'époque, possédaient leur pick 2012, donc de la draft à venir, 2013, 2014, 2015, 2016. C'est pas comme si les Lakers avaient dilapidé leur stock de picks. Hein. Non, il y avait tout ça. C'est juste que Dell Demps, le GM, avait accepté une offre où les Lakers ne payaient rien, alors qu'il a fait payer un pick à Houston pour avoir Gasol. Ça, alors déjà, la question du pick, le fait que les Lakers n'en donnent aucun, premier truc bizarre. Et alors attendez, je vais reformuler d'une autre manière. Dans ce trade à 3, Houston payait un pick, 2 bons vétérans, un jeune meneur pour Pau Gasol. Et dans ce même trade, les Lakers payaient Lamar Odom pour avoir Chris fucking Paul. Quand on le présente comme ça, c'est totalement fou. Alors Pau Gasol, qui était très bon à l'époque, hein, mais Pau Gasol, c'était pas Chris Paul. Et pourtant, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots, et surtout pas quand on me dit que l'offre était bonne ou acceptable. Mais c'est un délire total. Alors, j'exagère un peu quand je dis les Lakers ont juste payé Lamar Odom pour Chris Paul. Bah non, il y avait aussi Gasol dans le lot. Mais déjà,
là où ça sent mauvais, là où ça sent mauvais, et on aurait dû voir le mauvais plan, c'est que, et voilà, quand Daryl Morey se mêle à l'affaire, c'est qu'il a bien senti qu'il y avait un braquage à faire peut-être, et qu'il pouvait passer et récolter un beau truc, et d'ailleurs c'est ce qu'il a fait, puisque c'est aussi, au-delà de l'affaire des pics, deuxième élément, le meilleur joueur du trade, en dehors de Chris Paul, il n'allait pas chez les Hornets. Pau Gasol n'allait pas chez les Hornets. Pau Gasol allait chez nos amis des Rockets. Et donc aussi une manière de conceptualiser ça, c'est que, grosso modo, Chris Paul contre Lamar Odom et Pau Gasol, ok. Et ensuite, Pau Gasol était vendu plus cher chez les Rockets. Pau Gasol, lui, était vendu contre Kevin Martin, Luis Scola, Goran Dragic et un pick. Donc en fait, les Hornets vendaient plus cher Pau Gasol chez les Rockets qu'ils n'avaient vendu Chris Paul aux Lakers. Non mais c'est totalement délirant. Et alors, en plus, là-dedans, c'est que pourquoi ne pas vouloir le meilleur joueur en échange de ce trade ? Surtout que, voilà, Gasol, on sait qu'il y a une période un peu moins bien, mais c'est après ça, justement. Alors, c'est aussi un peu à cause du trade que, du coup, mentalement, c'est peut-être pas top quand tu sais que ton équipe, elle veut pas de toi, elle veut t'échanger, etc. En plus, après, Mike D'Antoni va arriver, il va le faire sortir du banc. Bon, ça se passait pas bien. Mais à l'époque, Gasol, il est au pic de sa forme. Même 2011, saison 2011, j'ai de très clairs souvenirs que alors c'est dans les médias mainstream, donc c'est peut-être pas si solide que ça, mais dans les médias mainstream, il y avait un peu ce côté waouh, est-ce que Pau Gasol peut être MVP de la ligue, et donc être Kobe Bryant aurait été le premier à faire le pas entre lieutenant de Shaq qui est MVP et à devenir MVP, et il serait pas aussi le premier à faire le sens inverse, quoi, le sens de c'est lui le MVP, et en fait après il va repasser lieutenant parce que Pau Gasol l'aurait été. Donc voilà, c'est pas très sérieux. Kobe est un meilleur joueur, évidemment. Mais c'est pour dire aussi que même sur le plan médiatique, chez des gros médias, c'était le genre de débat qui existait. Et Pau Gasol, c'est très, très, très solide 2011. Et c'est un mec qui est largement à l'NBA, etc. Donc là-dessus, pas de pic pour les Hornets de la part des Lakers. Mais en plus, même pas le meilleur joueur. Même pas le meilleur joueur qui était au pic de sa forme, qui était encore pas si vieux que ça, en plus, pour le coup. Et plutôt que Gasol, donc, bah non, ils revendaient Gasol, ils obtenaient Kevin Martin et Scola, qui étaient des bons joueurs, mais qui n'étaient pas du tout niveau All-Star ou quoi que ce soit, des bons joueurs qui avaient autour de 30 ans en plus déjà, qui étaient partis. Voilà, c'était un peu l'équipe des Rockets après Yao Ming et McGrady et avant le trade de Harden, l'équipe avec des joueurs sympathiques, mais c'était pas la folie, quoi. Donc bref, Dell Demps, il préfère avoir Martin et Scola, et Dragic. Et Dragic, bon, il faut quand même le préciser, parce que c'est devenu un All-Star, c'est devenu un vraiment bon joueur, Dragic. Mais à l'époque, on est très loin de ce potentiel, d'avoir exploité en tout cas son potentiel, et même le potentiel de Dragic était loin d'être évident. C'est un mec qui était drafté deuxième tour, je crois, Dragic, qui avait fait, il a fait un bon match en playoff 2010 contre les Spurs, explosion de points sur un carton, d'accord. Enfin voilà, 8 mois plus tard, les Suns, ils le bazardent à Houston, et ils s'en fichent. Donc c'est un mec qui, voilà, c'était pas non plus un potentiel évident de jeune. Alors il l'est devenu par la suite, donc on a l'impression que le trade aurait été mieux que ce qu'il ne pouvait être à l'époque, parce que Dragic est devenu très bon, avec la carrière qu'on connaît. Mais à l'époque, c'est un deuxième tour de draft sympathique, quoi. C'est un porteur de balle 40e pick qui est sympa, mais pas plus, quoi. Donc c'est totalement fou. Et d'ailleurs, Lamar Odom, en 2011, était aussi un très bon joueur. Et d'ailleurs, un top joueur. Parce que 2011, il est 6e homme de l'année, et 6e homme un peu à la sauce, voilà. Il a 32 minutes par match. Donc il sort du banc, mais grosso modo, c'est un des 4 ou 5 joueur le plus important des Lakers qui vont en playoff, qui passe des tours. Donc c'est un vrai bon joueur, Lamar Odom, pour le coup. Pour dire, il sort du banc, mais il joue plus que Bynum à l'époque, qui est le pivot entre guillemets titulaire. Mais voilà, c'est un élément crucial. Donc oui, ça, bon joueur à l'époque. 2011, super joueur. Donc on peut dire, bon, t'exagères un peu. Ils n'ont pas balancé un pic, mais ils ont quand même lâché 2 joueurs coûteux. Un, tu viens de le dire, Gasol, qui est très fort, et le deuxième, c'est Lamar Odom. Donc c'est vrai que c'est un sacrifice coûteux de lâcher Odom, n'est-ce pas? Alors, si on se base sur le niveau de 2011, oui. Par contre, juste pour dire, après que le trade ait été avorté, 4 jours plus tard, les Lakers ont envoyé Odom contre quasiment rien à Dallas. Voilà, il a été réchangé directement. Et à Dallas, ça va être aussi parce qu'il allait être free agent quelques mois plus tard. Mais à Dallas, ça va être la cata. C'est-à-dire qu'on n'est pas à 32 minutes par match, 6e homme de l'année. Il va faire 20 minutes par match à Dallas, et puis ça va mal se passer. Et puis directement, la franchise dit non, on se sépare de lui, et c'est le début des problèmes. Donc à quel point, en vérité, c'était un vrai sacrifice au moment du trade, et à quel point, au contraire, les Lakers n'étaient pas déjà un peu au courant de... Nous, on le savait pas, mais peut-être les problèmes un peu extra-sportifs que Odom va connaître par la suite, directement après. Je sais pas, là je dis des pistes, mais vu à quel point ils étaient... Apparemment, ils se sont empressés de s'en débarrasser. Enfin, je veux dire, le trade avorte, normalement, vu que c'est un top joueur, on le garde. Lamar Odom, il est quand même top, c'était le 6e homme pour nous, c'était un titulaire à plus de 30 minutes par match. Bon, on accepte de l'envoyer contre Chris Paul, mais si le trade ne marche pas, gardons-le. Voilà, c'est quand même un top joueur.
Ben là, c'est pas trop ce qui s'est passé. Hein. Là, c'est mince, le trade est avorté. Vite, où est-ce qu'on peut le rééchanger, quoi? Littéralement, ça s'est passé comme ça. Donc, je suis pas sûr que c'était tant que ça un sacrifice coûteux dans ce trade pour les Lakers, côté Lakers. D'ailleurs, je peux rajouter aussi un truc là-dessus. Notre ami David Stern, il a mis un veto au trade. Ça veut pas dire qu'il ne voulait pas l'échanger aux Lakers. D'ailleurs, nouvelle déclaration que je peux vous lire de David Stern, qui pareil, racontait ça un peu a posteriori. Il dit, dans le courant du week-end, nous avons pensé remonter le deal. C'est-à-dire, il a dit non au trade en l'état, mais grosso modo, en tant que propriétaire des Hornets, il a dit à Dell Demps, non mais attends, moi je veux bien, il faut qu'il soit mieux le trade. Là, on est beaucoup trop perdant. Et donc, il dit, nous pensions vraiment que Houston était prêt à se séparer de Kyle Lowry. Donc, rajouter Kyle Lowry, un autre meneur jeune à l'époque qui va exploser après, mais un autre meneur jeune à l'époque pour les Hornets. Et nous avions même imaginé un trade pour Lamar Odom. Les Hornets auraient récupéré Odom et, dit-il, qui nous aurait obtenu un bon choix du premier tour. Les Hornets pensaient prendre Odom et le revendre ensuite lui-même, puisque les Hornets, ils ne pensaient pas être compétitifs, hein, vu que Chris Paul s'en va. Donc, en fait, c'est même pas un refus total de faire cet échange. Stern, il explique que, non, en fait, j'ai dit non à l'état, mais je voulais que l'offre soit meilleure. Et donc, on commençait à travailler là-dessus, mais, c'est aussi pour ça que je vous lis ça, mais, dit-il, Mitch Kupchak, donc GM des Lakers, il a paniqué et il a envoyé Lamar Odom à Dallas, et donc, tout a capoté. Puisque, évidemment, si tu n'avais pas la possibilité de reprendre Odom et de le revendre contre un premier choix de draft, bon, bah, c'était pas intéressant, ce trade. Et la structure du trade tombait à l'eau. Donc ça aussi, c'est un truc qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais voilà, en fait, Stern n'était pas fermé à l'idée qu'il aille aux Lakers. Il était fermé à l'idée d'un mauvais trade. Mais en continuant un peu à travailler avec les Lakers pour que l'offre soit meilleure, avec Lakers et Rockets, si l'offre avait été meilleure et que chacun avait mis un peu du sien, peut-être qu'il aurait accepté en fait une nouvelle offre. Mais ça s'est pas passé comme ça. Et puis, je pense aussi peut-être que, alors Kupchak, vu qu'il a échangé Odom, bon, bah, au final, c'était plus possible. Mais à quel point aussi est-ce que Dell Demps, vu qu'on lui avait dit non, et qu'alors qu'il pensait avoir l'autorité, il n'y avait pas un côté fierté aussi, non, moi je ne vais pas retourner renégocier ce deal, hein, ça c'est mon deal, c'était à prendre ou à laisser, voilà, peut-être un côté un peu boudeur, je sais pas, hein, mais bon, ça me paraît pas non plus impensable. Mais ce que je veux dire, c'est que même l'argument de, attendez, Lamar Odom était un top joueur, donc c'est un très bel asset à mettre dans ce trade. Ben, en fait, pas tant que ça. Hein. Si les Lakers s'en sont débarrassés aussi vite et qu'en plus, juste après, on a vu qu'Odom a eu des difficultés à jouer autant et des difficultés hors terrain, c'est peut-être que les Lakers étaient au courant et qu'ils voulaient vite s'en débarrasser, quoi, au final. Parce que là, ça fait vraiment, on veut s'en débarrasser. Ça fait pas une pièce de choix auquel tu tiens, mais que tu te sépares que parce que t'as pas le choix pour avoir un top joueur. Non, ça fait pas très ça, quoi. Donc en fait, au final, hein, je répète, les Lakers auraient juste échangé presque Chris Paul contre Pau Gasol. Gasol, bon joueur, mais Gasol, c'est pas Chris Paul. Alors que ça aurait presque été, de facto, un swap presque sec entre Chris Paul et Gasol. Voilà, c'est ça le trade. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, autre élément contextuel, si tu es les Hornets et que tu es forcé, hein, parce que tu es forcé de te séparer de Chris Paul, qui va être free agent, donc tu acceptes de l'échanger. Tu te sépares de Chris Paul. David West, également, en 2011, il est free agent et il va signer à Indiana. Enfin, il va partir à Indiana. Donc, tu perds tes deux meilleurs joueurs. Le but, c'est de reconstruire. Donc, en ce sens-là, c'est un troisième élément, en plus du fait qu'il n'y a pas eu de choix de draft, en plus du fait que tu n'avais pas le meilleur joueur en retour pour Gasol, il y avait un troisième élément qui était que, bon, bah, les vétérans Martin et Scola, c'est sympa, mais dans ce projet de reconstruire et de tourner la page Chris Paul, quand tu tournes la page, tu reconstruis. Mais en fait, ça n'a aucun sens de prendre ces mecs-là. Ça a très peu de sens. Enfin, vraiment, les exemples sont pléthores. Hein. Une franchise qui pète tout, qui échange sa star, elle recommence depuis le début. Des jeunes, la draft, reconstruire. Mais donc, dans ce cadre-là, avoir Kevin Martin et Scola qui ont 30 ans, qui sont sympathiques, mais pas plus, ça n'a pas de sens que ce soit ça, la contrepartie. Et puis même, encore plus, vu que tu reconstruis. Ok, il y avait le pic des Rockets, enfin, le pic que les Rockets ont donné, pic des Knicks. Mais les Knicks venaient de faire un échange pour Carmelo Anthony. Et on avait en plus un bon Stoudemire encore pendant une partie de l'année 2011. Donc en fait, le pic n'aurait pas forcément été fou dans l'idée. Donc il s'est devenu le 16e pic au final. Hein. Donc c'est pas si mal que ça. Mais dans l'idée, c'est pas non plus comme si on te promettait un pic qui allait être génial. Donc voilà, et pareil, Dragic, on l'a dit, c'est devenu très cool, Dragic par la suite. Mais si c'était ça le seul jeune pour un projet de reconstruction, le seul jeune que tu obtiens, je répète, c'était un mec du deuxième tour qui avait fait 2-3 trucs sympathiques, mais quand même pas du tout un potentiel évident. Bah déjà, titulaire NBA, c'était même pas sûr. Et il n'a même pas réussi à s'imposer contre Kyle Lowry au niveau des Rockets.
Donc voilà, dans un effectif où il y avait pourtant la place aux Rockets, un effectif en transition, il s'était pas imposé. Donc également, d'un point de vue timeline, ça n'avait aucun sens cet échange. Vraiment aucun. Donc le package, en plus de tout, en plus de la valeur intrinsèque, relatif aux attentes et à ton nouveau projet de reconstruire, était totalement nul. Donc c'est pour ça que David Stern a dit non. Et je veux dire, il n'y a aucun doute là-dessus. Je n'arrive pas à voir comment est-ce qu'on peut argumenter que non, l'offre était pas mal, finalement, non, ça pouvait s'entendre. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et c'est marrant de voir que, je répète, pardon, mais aujourd'hui, encore, c'est formulé comme un veto de Stern qui a privé Chris Paul d'aller aux Lakers, alors que la vraie histoire, c'est pas ça. La vraie histoire, c'est un GM qui s'est senti pousser des ailes alors que pas du tout, qui s'est, voilà. Et la vraie histoire, c'est aussi l'histoire d'une offre totalement nulle, une offre totalement nulle, qui n'a aucun sens, de plein de points de vue, qui a été médiatisée, mais qui n'aurait jamais dû l'être. Donc il y a un biais d'ancrage, évidemment, parce qu'à partir du moment où tu sors l'info le premier d'une certaine manière, c'est comme ça que ça va rester. C'est comme si là, moi, je vous dis aujourd'hui, oui, alors, proposition des Clippers, ça va être James Harden. Voilà. James Harden plus John Collins aussi. Et puis aussi les 8 millions de Brook Lopez contre Giannis. Voilà, ça va être ça l'offre à peu près. Pour une équipe donc des Bucks qui déjà veut maximiser un package en retour contre Giannis et qui en plus va reconstruire. Je pense que Harden, je pense que est plus faible relatif à Giannis qu'en plus Pogazol ne l'était par rapport à Chris Paul à l'époque. Mais admettons, un joueur majeur et des vieux. Mais si ça sort comme ça aujourd'hui, je pense que tout le monde dit non. Tout le monde dit mais non, ça n'a aucun sens. Déjà l'offre est pas assez bonne. Harden vieux, fort mais vieux. John Collins nul. Brook Lopez vieux aussi. Enfin, ok, c'est des vétérans sympas, mais et si l'offre sort comme ça, tout le monde dit non. Bah, pareil. Si je pense que si à l'époque, si l'offre était sortie comme ça, pas juste le veto, mais si on avait eu des rumeurs de tiens, ça va être ça l'offre, je pense que le biais d'ancrage aurait plutôt marché de ce point de vue-là en mode waouh, j'espère qu'ils vont pas accepter l'offre parce qu'elle est nulle. Et pourtant, ça s'est pas passé comme ça. Donc ce qu'on a retenu, c'est surtout le fait que le commissionneur, alors que c'était pas le commissionneur, c'était le propriétaire des Hornets, mais le commissionneur a dit non parce qu'il ne veut pas de Chris Paul aux Lakers. Enfin bref, en passant à côté de à quel point l'offre était pas bonne pour une méga star de 25 ans, quoi. Donc bref. Et donc, surtout, on peut finir par ça aussi, donc l'offre des Clippers, puisque pendant que David Stern a dit améliore-moi l'offre pour les Lakers avec Kyle Lowry, Lamar Odom, etc., il y a aussi d'autres équipes qui ont appris ça, et comme officiellement le nouveau CBA était rentré en compte, et comme le lockout était désormais fini, d'autres équipes ont pu appeler, et c'est là que les Clippers ont fait une offre. Les Clippers, pour dire, à l'époque, on est en tout début de cycle. Les Clippers, c'est ils ont été pas mal l'année 2000, ils ont effacé tous les mecs qu'ils avaient, donc les Sam Cassell, Elton Brand, etc. Bon, on s'en fout. Mais grosso modo, c'est début de cycle avec le first pick, Blake Griffin, qui sort de son année rookie absolument fantastique. Il est All-Star même, Blake Griffin. Mais ça suffit pas. L'équipe est très jeune, et donc Blake Griffin tout seul, ça suffit pas. Donc l'équipe est mauvaise, mais si vous voulez, c'est Griffin. Plus DeAndre Jordan, qui a été drafté à peine 3 ans avant, 2008. Donc il est encore très jeune, DeAndre Jordan. Eric Bledsoe, qui est un choix de 2010, à peine 2 ans avant, même 1 an avant de la draft, 1 an avant. Eric Bledsoe, premier tour. Alfaro Camino aussi, dans cette équipe, qui est un mec du top 10 de la draft 2010. Donc pareil, 1 an avant, le mec était top 10 de draft. Plus aussi Eric Gordon, qui est drafté top 5 ou pas loin, je crois, en 2008, qui était aussi un top prospect. Lui, pour le coup, Gordon, sorti de la fac de Indiana. Et donc, le nouveau trade qui va être accepté le 14 décembre. Les Clippers obtiennent Chris Paul. Les Hornets obtiennent Chris Kaman. Kaman, grosso modo, pourquoi il est là ? Bon, Kaman, en plus, lui aussi. Kaman était All-Star en 2010. Faut pas l'oublier non plus. Il fait une mauvaise saison en 2011, mais il était All-Star l'année d'avant. Donc, c'est pas non plus juste le boulet comme ça, mais c'est vrai que sa fonction principale, c'était d'être un gros salaire, alors que les jeunes à côté sont des petits salaires, donc il faut forcément que tu mettes un peu un gros salaire pour équilibrer, pour que ça marche. Donc Kaman pour le salaire, mais derrière, Eric Gordon, encore dans son contrat rookie, qui a plus de 22 points par match alors qu'il a 22 ans, et que c'est un arrière explosif et avec du shoot. Voilà, ça c'est un calibre de joueur que tu veux dans une équipe en reconstruction, et que tu n'avais même pas le quart du début de ça, avec l'offre des Lakers. Donc Eric Gordon, plus de 22 points à 22 ans. Alfaro Camino, on l'a dit, drafté top 10 juste quelques mois avant, 1 an avant. Il est top 10 de draft, avec cette idée de un peu ce qui est devenu Draymond Green. Voilà, le poste 4, alors un peu plus grand, mais le mec qui pourrait jouer pivot, un peu undersize, mais avec des bras immenses, mobilité. Voilà, c'est un peu ce rêve, Alfaro Camino à l'époque. Bon, il va tarder à confirmer, mais il va faire une bonne carrière à la fin aux Blazers. Mais voilà, là encore, un choix du top 10 très récent, un choix du top 5, Eric Gordon, Kaman pour le salaire, et en plus, un choix de draft. Donc un choix de draft de Minnesota, mais qui, eux, les Wolves, étaient nuls.
Et donc, en effet, le choix, ça va être le pick numéro 10 de la draft. Et encore, je crois qu'il aurait pu être meilleur, mais il y a des gens qui sont montés à la loterie, mais bref. Enfin, pour le coup, il n'y a pas de doute, quoi. La différence, elle est conséquente. En termes d'offres tout court, mais même relatif aux attentes de ton nouveau projet. Tu veux reconstruire, tu as plus besoin de Gordon, qui a 22 ans, de Alfaro Camino, qui a été top 10 il y a un an, et de même d'un pick, plutôt que Martin et Scola, quoi. Qui sont sympas, hein, c'est des joueurs sympas, hein, Kevin Martin et Luis Scola. Mais si vous voulez, c'était pas des All-Stars, quoi. C'était des scoreurs un peu d'équipe moyenne, on va dire. Un peu ce truc-là. Donc là encore, moi, quand on m'explique qu'il n'y a pas tant que ça de différence entre les deux offres, j'ai un peu l'impression d'halluciner, quoi. Et quand on fait croire encore aujourd'hui en 2025, donc en fait c'est le vil David Stern qui, on ne sait pas pourquoi, ou alors c'est parce qu'il avait des pressions des autres dirigeants, ou c'était un peu louche, 3 petits points que du coup il a accepté accepté de faire le veto. Enfin, c'est un délire total. Et puis d'ailleurs, au passage, j'ai dit premier contre-argument à la NBA n'aime pas les Lakers, Doncic, voilà. Mais pareil, plus proche, même beaucoup plus proche. Pourquoi est-ce qu'en 2011, Stern mettrait un veto contre notre ami Chris Paul pour empêcher la dynastie? Et pourquoi est-ce que, littéralement, l'été d'après, donc pourquoi est-ce que l'été 2012, il a accepté que Dwight Howard vienne? Alors que Dwight Howard, hein, pendant longtemps, très 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 longtemps, il était courtisé par les Nets, qui auraient pu être donc l'acteur majeur des Nets, et qui aurait pu, les Nets allaient déménager à Brooklyn. Ça aurait été génial, ça aurait été la figure de proue des Nets de Brooklyn, donc qui allait devenir Brooklyn. Ça aurait pu relancer le basket à New York avec, la franchise déménage, elle était pas top. T'avais un joueur qui était génial avec Dwight Howard. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça aurait pu être génial. La NBA, partons dans ce côté-ci où la NBA décide de qu'est-ce qui est bien et pas bien. Enfin, vraiment, je pense que ce trade-là, ils auraient pu mettre un veto et dire non, on veut que Dwight Howard aille à Brooklyn. Comme ça va être notre première star de Brooklyn. Ça va être Knicks contre Brooklyn. Ça va être bien. Mais en fait, non. Et pourquoi ils n'ont pas mis un veto alors? Pourquoi est-ce qu'ils ont mis un veto sur Chris Paul? Et pourquoi pas sur Dwight Howard, qui, je rappelle, était. Alors en 2012, il est blessé, mais 2011, il aurait dû être MVP, hein, Dwight Howard. Il aurait dû. Alors, le vrai de vrai, c'était LeBron James. Mais quitte à pas le donner à LeBron James parce qu'il était méchant, pour moi, le vrai, et largement plus que Derrick Rose, c'était Dwight Howard. Parce que défense, parce que l'attaque était super, parce que Orlando était génial aussi. Enfin bref, j'ai quand même du mal à accrocher à ce truc-là de complot, de détestation des Lakers quand on voit tous les trades que font les Lakers par la suite et tout le temps. Pour le coup, c'est eux qui font tous les trades pour les mégastars en plus. Donc ça n'a aucun sens à travers l'histoire. Et sous Adam Silver, mais aussi sous David Stern. Donc, avec pourquoi ils ont empêché Chris Paul et pourquoi ils n'ont pas empêché Dwight Howard? La différence, c'est juste que dans le cas de Dwight Howard, Stern n'était pas propriétaire d'une des franchises, premièrement. Donc, il n'a pas pu agir, mettre un veto. Un commissionnaire n'a pas de veto. C'est un propriétaire de franchise qui a un veto. Et en plus, donc, l'offre était bonne. Donc personne n'a trouvé rien à redire, quoi. Donc voilà. Et puis, autre point que là, oui, effectivement, je rajoute au montage, j'avais oublié de traiter comme question pendant l'enregistrement. Non, par rapport à Dell Demps, en fait, le GM, la question centrale, je ne sais pas, mais la question importante de finalement, pourquoi est-ce que lui aurait accepté une telle offre? Alors qu'on a quand même bien décrit que l'offre était loin d'être idoine. Donc, pourquoi lui aurait voulu accepter ça? Déjà, je pense qu'on peut dire qu'on n'est pas sur le cas de Nico Harrison et Luka Doncic. On a bien compris que Nico Harrison a réussi à rouler dans la farine Patrick Dumont parce que Dumont s'y connaissait pas encore assez en basket, alors que Nico Harrison avait amené les Mavs en finale. Donc voilà, il y avait un côté compétence, crois-moi, etc. Et l'autre était pas assez compétent. Donc ça, c'est la manière, d'accord. Mais le pourquoi du trade, pourquoi Nico Harrison a voulu faire ça, au-delà de comment est-ce qu'il l'a vendu, je pense qu'il y a une question personnelle de un humain envers un autre humain, on va dire. Il aimait pas Doncic parce que peut-être sa tête lui revenait pas, peut-être que aussi, on en avait parlé, il y a une question de pouvoir dans la franchise. Luka Doncic, moi je veux bien croire qu'il avait du pouvoir, et en plus comme c'est une tête c'est une tête dure et qu'il fait un peu ce qu'il veut et qu'il avait son coaching staff ou ce genre de choses, ça peut énerver, je peux comprendre. Et que aussi par ailleurs, pourquoi pas un aspect de Luka Doncic avait déjà ramené dans la franchise, sous son impulsion, était arrivé un assistant GM qui s'appelle Dennis Lindsay, qui était l'ancien GM du Jazz. Donc voilà, peut-être un côté aussi, je vais dégager Doncic parce que c'est peut-être le seul qui, s'il va voir le propriétaire, il peut me faire virer. Donc voilà, bref, il y avait un côté personnel et au minimum, on va dire, de humain à humain, peut-être même plus que ça, c'est-à-dire qu'on a bien vu que peut-être que Nico Harrison aussi, il est pas très fan des Européens, grosso modo, quand tu vois qu'il mettait Nikola Jokic dans le même tiers que Jrue Holiday. À un moment donné, c'est sorti là qu'il y a 2-3 ans, il avait fait ça. Bon, bref, c'est peut-être ça va peut-être jusque là, mais dans tous les cas, on est sur un plan personnel. Je pense que Dell Demps, c'est pas trop le cas.
Dell Demps, il a pas trop d'attache par rapport à Chris Paul. Et puis c'est pas comme si c'est pas rester versus partir. C'est pas gagner sa place. C'est pour Chris Paul équipe A ou équipe B. Je pense pas non plus qu'il ait des liens personnels tant que ça avec les Lakers, par exemple. Donc j'imagine mal comment dire, accepter en étant enclin de dire ok, je prends pas une bonne offre, mais pour faire plaisir aux Lakers, ça, bon, j'y crois pas trop pour le coup. Par contre, c'est vrai qu'il y a un autre élément qui est assez intéressant, je trouve, qui pourrait expliquer cela, de pourquoi est-ce qu'il aurait pris cette offre un peu moins bonne, on l'a dit, dans le projet et ainsi de suite. C'est le fait que Dell Demps, finalement, était assez jeune, même très jeune. C'est un mec qui est né en 70, Dell Demps. Et c'est un mec qui donc a été non drafté 92, mais il a fait une carrière de joueur, un peu NBA, un tout petit peu NBA, mais un peu partout dans le monde, d'ailleurs y compris en France, au passage. Mais il a fait 10 ans de joueur, années 90, et quand on est en 2010, bah, il a 40 ans, quoi. C'est ça, 40 ans. À 40 ans, en fait, il est nommé GM des Hornets. Je confonds avec Pelicans, mais non, il est nommé GM des Hornets. Alors que, d'ailleurs, au passage, il a fait un peu de scout chez les Knicks. Il a été directeur du personnel chez les Spurs aussi. Mais il n'a pas non plus un passif énorme pour devenir GM. Finalement, tu es très jeune à 40 ans, donc ça, c'est peut-être que ça accentue le côté faire des mauvais choix, même s'il y a des GM très jeunes, hein, Daryl Morey ou Sam Presti, qui même très jeunes font des bons trucs. Mais surtout, je parle de jeune en termes de récence dans la franchise. Dans le sens où, finalement, il a été nommé le 21 juillet 2010 chez les Hornets, en tant que general manager. Donc, à peu près la période, vous savez, où il y a la bataille, pas encore, mais comment dire, le rachat avorté, la NBA qui reprend, etc. Donc, en fait, il vient d'être nommé presque en 2010, quand, un an plus tard, 2011, éclate un peu cette affaire. Je me demande à quel point est-ce que lui n'a pas préféré un peu le package vétéran plus qu'aller chercher des jeunes, pour le côté non mais moi j'ai mon projet et moi j'ai envie d'avoir une bonne équipe, en fait. Ça peut paraître bête, hein, mais c'est peut-être une piste pour moi de dire plutôt que recommencer un cycle totalement voilà, lui le GM t'es en place, tu sais pas pour combien de temps tu vas être en place, parfois c'est pour 2-3 ans, pas plus, donc il y a peut-être un côté, lui il voulait peut-être renforcer l'équipe de suite. Après, là où c'est paradoxal et que j'y crois pas trop à cette piste, ou en tout cas il y a de quoi la nuancer, c'est que alors pourquoi tu ne prends pas Pau Gasol? Pourquoi est-ce que tu acceptes pas en échange le meilleur joueur du package hors Chris Paul? C'est là-dessus où ça marche pas. Et c'est pour ça que moi que je comprends pas. Il y a ni le côté allons sonder plein d'équipes et prendre plein de picks de draft et des jeunes, comme le package des Clippers. Il n'y a pas non plus le côté tiens, on peut avoir Pau Gasol quand même, qui est un mec All-NBA et champion et il y a pas longtemps, etc., qui était encore un méga joueur. Pourquoi, dans cette optique de court terme plutôt que long terme, tu gardes pas Pau Gasol? Donc c'est un peu incompréhensible. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il a accepté cette offre-là des Lakers qui était un peu ambiguë, qui était ni long terme ni court terme, quoi, au final. Donc c'est très bizarre. J'avoue que c'est très bizarre. Après, est-ce qu'on pourrait pas saupoudrer en effet un côté peut-être le complot de la loterie de la draft et que dès qu'il y a une franchise qui a racheté, une franchise qui a racheté, elle a toujours le first pick de la draft. Et donc c'est vrai que pour donner le first pick à une franchise qui vient d'être rachetée, c'est bien si la franchise en question, du coup elle perd le match, comme ça peut expliquer le fait qu'elle est first pick. Bon, là on part dans du complot. Moi, je suis un peu plus friand de ce genre de théorie du complot sur la loterie, j'avoue. Mais là, je pense que ça n'a pas trop sa place, hein. Là, franchement, je pense que on est vraiment sur la bonne décision de la part de la NBA et de quelle direction donner au projet, quoi. Donc, je ne sais pas trop. Ça rajoute au montage pour vous dire que je sais qu'il faut poser la question. J'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse sur pourquoi Dell Demps aurait voulu ce package-ci, alors qu'on le décrit tout de même comme assez étonnant. Donc peut-être qu'il y a des éléments un peu personnels qu'on ne connaît pas. Et il est peut-être ami avec les mecs des Lakers, ou je sais pas. J'avoue que je sais pas, mais donc voilà la vraie histoire telle que j'ai essayé de vous la raconter, avec le rachat, avec la free agency, avec le lockout, avec le GM qui fait n'importe quoi, qui pense qu'il a l'autorité de tout faire alors que pas du tout, hein, et qu'il pensait que la NBA viendrait pas interférer dans le sportif, mais en fait la NBA a fait son travail. En fait, c'est ça. On va résumer. Le problème, c'est que David Stern a fait son travail. On lui reproche la manière dont il a agi. Alors qu'en fait, le problème, entre guillemets problème, mais en fait non, mais le problème c'est qu'il a fait son job, c'est-à-dire qu'il a vraiment pris le costume de propriétaire et il a dit non, cette offre pour mon futur Hall of Famer dans 25 ans, et surtout pour une équipe qui va reconstruire, elle est nulle. Après, que peut-être aussi dans le même temps, cette cause-là pouvait servir aussi le fait de revendre à la famille Benson, c'est-à-dire il vaut mieux vendre Benson une équipe aussi qui est jeune, etc. Donc ça c'est peut-être mieux pour la vente. Oui, mais ça va de pair. C'est pas pour plaire au Benson, c'est aussi par cohérence.
de projets que quand tu recommences après Chris Paul, il te faut des jeunes. Et tu vas pas partir avec un ventre mou nul de bah tiens, qu'est-ce qu'on a fait de notre Hall of Famer? On a Kevin Martin et Luis Scola, quoi. Et Dragic qui est un chouette deuxième tour. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc oui, évidemment, ça a aidé à la vente. Mais ça a aidé à la vente parce que c'était la meilleure chose à faire. Et que c'était la chose la plus cohérente. Faut pas tout confondre. Faut pas inverser cause et conséquences. C'était la meilleure chose pour la politique et pour le business, mais parce que c'est la meilleure chose sportivement. Donc là, pour le coup, moi, j'avoue que j'ai toujours été un peu en décalage avec ça et avec ce mythe donc de Chris Paul. Et voilà, c'est un peu vu qu'on a fêté un peu l'anniversaire et que ça m'a un peu réénervé de voir ça. J'espère que j'aurai au moins apporté pour certains quelques éléments de contexte. Bon, je sais aussi que ceux qui ne veulent pas être convaincus ne le seront pas, en effet, hein, par rapport aux les fans des Lakers peut-être, je ne sais pas. Mais au moins, j'espère que pour cela, j'aurais présenté un cas qui montre que c'est plus compliqué que juste David Stern qui n'aimait pas les Lakers. C'est à mon avis, quand on reprend la chronologie, le contexte, les rôles et tous les personnages de cette histoire, on voit que bah en fait, c'est pas Stern le fautif, hein, et que même Stern laissait la porte ouverte à un trade aux Lakers si l'offre avait pu être améliorée, sauf que les Lakers sont paniqués sur la mare d'homme, ils voulaient vraiment s'en débarrasser, sauf que du coup les Rockets n'ont pas pu améliorer l'offre, etc. Et donc voilà, l'histoire, la vraie de vraie histoire de la vérité de Chris Paul, le trade avorté aux Lakers, qui n'est donc pas, peut-être pas, un complot. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, j'ai pu un peu râler, mais non mais alors blague à part, pour le coup, même si c'est vrai que la motivation était purement pour râler, mais j'espère quand même ne pas juste avoir déblatéré dans mon coin. C'est vrai que c'était intéressant pour moi de refaire un peu l'histoire pour la raconter pour les plus jeunes et même pour ceux qui, comme dit, hein, même ceux qui l'ont connu à l'époque n'ont pas forcément connu aussi bien qu'on aurait dû. Et même encore aujourd'hui, je ne comprends pas ce manque d'informations par rapport à cette histoire, quoi. L'information dès le début, elle a pris un certain angle et elle l'a plus jamais quitté. Et c'est vrai que, on va pas se mentir, ça fait quand même plus vendre de dire que la NBA a refusé que les Lakers aient pu continuer la dynastie, alors que moi je pense que c'est l'inverse. Je pense que David Stern, si on lui dit Kobe Bryant plutôt que s'effondrer post 2011, il va avoir encore Chris Paul. Mais bon, bref. Donc voici pour aujourd'hui, je pense qu'on va se retrouver bientôt en podcast. Alors déjà ce soir et comme tous les soirs du calendrier de l'Avent pour les origines de Star. Et sinon, je pense qu'on va essayer de se retrouver peut-être demain dans la journée, peut-être pas à 5h du matin parce qu'il faut quand même que je le voie le match, mais j'espère pouvoir faire un peu un débrief de la finale de la NBA Cup, donc peut-être possiblement demain pour un petit podcast de 45 minutes je dirais, ou une demi-heure, peut-être nos petits podcasts tactiques qu'on fait parfois sur un match. Donc demain, possiblement décryptage de la NBA Cup, et sinon plus tard dans la semaine, un podcast je pense, et puis après l'hebdo, et puis voilà, plein de choses, vous le savez sur Basket Lab, il y a plein de choses. Et donc, sur ce, je vous remercie de nous avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour votre soutien, ça fait très plaisir comme à chaque fois, vraiment, j'insiste. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.